Il y a une ligne que vous ne devriez jamais permettre à quiconque de franchir, peu importe à quel point vous tenez à cette personne. Parce que lorsque quelqu'un vous manipule, vous humilie, vous limite ou vous fait sentir inférieur, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas de la proximité, c'est un abus déguisé. Et le plus dangereux, c'est que souvent, vous le justifiez. Vous dites, c'est son caractère. Il ne le fait pas avec de mauvaises intentions, il changera. Mais pendant que vous attendez ce changement, votre estime de soi s'use, votre énergie s'épuise et votre voix intérieure s'éteint. Aujourd'hui, je veux vous parler de ces comportements que vous ne pouvez plus tolérer de la part de personne, ni de votre partenaire, ni de vos amis, ni de vos patrons, ni même de votre famille, parce que vous n'êtes pas ici pour être le punching ball émotionnel de quiconque. Vous êtes ici pour vivre avec respect, avec des limites claires et avec dignité. Et tout commence par savoir ce que vous n'êtes plus disposé à accepter. Avant de commencer la vidéo, je veux que vous fassiez un exercice puissant de reprogrammation mentale. Allez maintenant dans les commentaires et écrivez cette phrase. Je ne tolérerai pas ceux qui me volent la paix. Je suis stoïque. Faites-le avec intention, comme une déclaration ferme pour votre esprit et votre subconscient. Car chaque fois que vous l'écrivez, vous le renforcez. Et ce que vous renforcez devient votre nouvelle façon de penser, de ressentir et de vivre. Numéro 1. Ne pas tolérer les insultes, les moqueries, ni les humiliations. Lorsque quelqu'un vous insulte, vous humilie ou se moque de vous sous le couvert d'une blague, vous ne l'imaginez pas. Vous n'exagérez pas et encore moins êtes-vous obligé de le supporter. Ces mots laissent des traces, même si celui qui les prononce jure que c'était juste pour rire. Chaque moquerie tolérée est un message silencieux que vous envoyez à votre esprit. C'est acceptable, c'est normal, mais ça ne l'est pas. Ce qui commence comme une plaisanterie finit par éroder peu à peu votre dignité, votre amour-propre et votre tranquillité émotionnelle. Souvent, nous endurons ce genre de commentaires pour éviter les conflits, peut-être pour ne pas sembler trop sensible ou pour ne pas créer de malaise, mais ce que nous faisons en réalité, c'est renoncer à notre droit fondamental, au respect. Le rire ne doit jamais être une excuse pour le mépris, car lorsqu'une personne rit au détriment de votre douleur, elle ne montre pas de l'humour, elle révèle son manque d'empathie. Et peu importe si c'est quelqu'un de proche, un partenaire, un ami de longue date, un membre de la famille, le lien ne justifie pas l'humiliation. Au contraire, plus la relation est proche, plus le respect doit être sacré. Parce que si vous permettez à quelqu'un qui dit vous aimer de vous faire sentir petit, vous confondez l'amour avec la soumission. Vous appelez loyauté ce qui est en réalité la peur de rester seul. La clé est de fixer la limite, non pas avec agressivité, mais avec fermeté. Une phrase claire suffit. Je n'accepte pas ce type de commentaires. Ils me font mal et ne sont pas drôles pour moi. Si la personne se moque de votre réaction, minimise vos sentiments ou tente de vous culpabiliser pour votre manque d'humour, vous avez votre réponse. Il n'y a pas de respect, seulement de la manipulation émotionnelle. Vous n'avez pas besoin de donner plus d'explications. Vous n'êtes pas obligé de justifier votre douleur. Personne n'a le droit de vous dire comment vous devriez vous sentir face à une agression. Votre perception est valide et s'ils répètent encore et encore, ce n'est pas de la maladresse, c'est un choix. Et face à cela, vous avez un choix plus puissant. Vous éloigner. Car celui qui vous fait sentir inférieur ne mérite pas de rester dans votre vie. S'éloigner n'est pas de la rancune, c'est de l'autoprotection. C'est un acte d'amour envers vous-même. C'est vous rappeler que vous méritez des relations où le rire ne s'accompagne pas d'humiliation, où l'affection ne se confond pas avec le sarcasme, où vous pouvez être vous-même sans crainte du ridicule. Parfois, le changement ne commence pas par transformer l'autre, mais par avoir le courage d'arrêter de le justifier. Car souvent, le problème n'est pas ce qu'on vous dit, mais ce que vous décidez de continuer à tolérer. Et quand vous dites « stop », quelque chose en vous se libère. Vous n'avez plus besoin de porter des masques ni de ravaler vos larmes. Vous n'avez plus besoin de vivre dans un environnement qui vous fait mal juste parce que vous y êtes habitué. La philosophie stoïque nous rappelle que nous ne contrôlons pas ce que les autres disent ou font, mais nous contrôlons ce que nous acceptons, ce que nous permettons, ce que nous décidons de tolérer. Marc Aurèle l'a exprimé clairement. Le respect de soi est la base de tout. Et s'il manque de respect, rien ne prospère. Tout se flétrit. Décider de ne pas tolérer les humiliations n'est pas de l'orgueil, c'est de la maturité.
C'est savoir que vos émotions sont des signaux de votre âme, pas des erreurs à corriger. C'est comprendre que lorsque vous prenez soin de vous, vous guérissez. Et lorsque vous guérissez, vous choisissez depuis la plénitude, pas depuis le manque. Alors, la prochaine fois que quelqu'un fait une remarque en plaisantant qui vous fait mal, ne riez pas par politesse. Ne cachez pas votre malaise derrière un sourire forcé. Ne normalisez pas ce qui vous brise au fond de vous. Regardez cette personne dans les yeux et dites-lui clairement « ce n'est pas acceptable ». Car si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous l'avez compris. Votre dignité n'est pas négociable. Votre paix n'est pas en solde, et celui qui vous valorise vraiment n'utilisera jamais l'humour comme une excuse pour vous détruire. Numéro 2. Ne pas accepter qu'on profite de votre bonté. Être une bonne personne ne signifie pas permettre aux autres de vous utiliser à leur guise. Votre bonté ne devrait pas être une porte ouverte pour que n'importe qui entre, prenne ce qu'il veut et reparte sans même refermer la porte. Mais souvent, sans vous en rendre compte, vous tombez dans ce schéma. Vous donnez, vous aidez, vous écoutez, vous vous adaptez, et vous finissez par vous sentir épuisé, déçu, vide, non pas à cause de ce que vous avez donné, mais à cause du peu que vous avez reçu en retour. Les gens qui ne s'approchent de vous que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose ne s'intéressent pas à vous. Ils s'intéressent à ce que vous pouvez faire pour eux. Et si vous ne fixez pas de limites, ce cycle ne s'arrête jamais. Car celui qui s'habitue à prendre sans donner continuera tant que vous le permettrez. Pas parce qu'il est malveillant, mais parce que vous lui avez donné la permission à chaque oui que vous avez prononcé alors que vous vouliez dire non. La clé est de reconnaître que dire non ne fait pas de vous un égoïste. Cela fait de vous quelqu'un de conscient, maître de votre temps, de votre énergie, de votre espace. Il y a une grande différence entre être généreux et être naïf. Et quand vous apprenez à la voir, votre vie commence à changer. Il ne s'agit pas d'arrêter d'aider, mais de le faire avec intelligence, de ne pas vous laisser vider par des personnes qui n'apparaissent que quand cela les arrange. Parfois, par peur de blesser, de sembler froid ou de perdre l'affection, vous acceptez des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Vous écoutez ceux qui ne vous écoutent jamais. Vous êtes là pour ceux qui ne sont jamais là pour vous. Et quand vous avez enfin besoin de soutien, le silence de ces mêmes personnes vous montre clairement que leur présence était conditionnelle, qu'ils n'étaient pas avec vous, mais avec ce que vous leur donniez. C'est là qu'intervient le courage de poser des limites, car c'est difficile, mais ça libère. Au début, il est douloureux de décevoir les attentes, de cesser d'être celui qui est toujours là, celui qui ne dit jamais non. Mais avec le temps, vous découvrez quelque chose de plus profond. Votre paix vaut plus que l'approbation des autres. Votre énergie est sacrée, et celui qui vous aime vraiment ne partira pas lorsque vous cesserez de lui faire plaisir. Le stoïcisme enseigne que nous devons agir depuis la vertu, mais aussi depuis la raison. Sénèque disait « Celui qui donne tout sans mesure n'est pas sage, car il épuise ses ressources sans vraiment aider personne. » Aider ne consiste pas à vous donner jusqu'à disparaître, c'est partager depuis l'équilibre, depuis le choix, pas depuis la culpabilité ou l'obligation. Quand vous apprenez à filtrer, votre cercle change. Vous cessez d'attirer ceux qui viennent seulement pour recevoir, et vous commencez à vous entourer de personnes qui donnent, qui prennent soin, qui sont là pour vous dans l'abondance comme dans le vide. Et cela ne s'obtient pas avec de belles paroles, mais avec des actions fermes, des limites claires, le courage de dire « cela ne me fait pas de bien, donc je choisis de ne plus continuer ». Rappelez-vous, chaque fois que vous dites oui à quelqu'un qui vous consume, vous dites non à vous-même, à votre repos, à vos objectifs, à votre tranquillité. Et même si cela semble noble, c'est un sacrifice sans récompense. Car celui qui ne valorise pas votre effort ne valorisera pas non plus votre fatigue. Et peu importe combien vous donnez, cela ne sera jamais assez pour celui qui sait seulement demander. Alors commencez à observer avec plus d'attention qui est là pour vous quand il n'a besoin de rien. Qui se soucie de vous sans que vous le demandiez? Qui vous demande comment vous allez sans avoir une requête cachée? Ce sont les signaux. Tout le monde ne mérite pas votre temps, votre attention, votre dévouement, pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais parce que vous l'êtes aussi. Prendre soin de vous est le premier acte d'amour véritable. Vous ne pouvez pas continuer à donner des morceaux de vous et vous demander ensuite pourquoi vous vous sentez brisé. Votre bonté est précieuse, mais elle ne doit pas être naïve.
Elle n'est pas faite pour l'abus, mais pour une connexion sincère. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous savez déjà qu'il est temps de changer, de cesser de soutenir des relations à sens unique, de cesser de vous excuser d'avoir des limites. Alors, faites-vous une faveur, choisissez votre paix, choisissez votre énergie, choisissez de vous donner ce que vous avez toujours donné aux autres. Car en le faisant, vous ne vous contentez pas de guérir, vous vous renforcez. Numéro 3, ne pas permettre qu'on vous utilise comme dépotoir émotionnel, sans réciprocité. Être disponible pour les autres est un acte de générosité, mais laisser les autres vous utiliser constamment comme leur dépotoir émotionnel ne l'est pas. Il y a une énorme différence entre être empathique et être le réceptacle où tout le monde déverse ses plaintes, ses peurs et ses frustrations sans jamais demander comment vous allez. Quand quelqu'un apparaît seulement pour parler de lui, pour vous raconter ses drames, ses problèmes, sa vie, et ne vous donne jamais l'espace pour partager les vôtres, il ne vous voit pas comme un ami, il vous voit comme une fonction. Et si cela ne s'arrête pas à temps, cela vous épuise. Pas seulement parce que c'est fatigant d'écouter toujours la même chose sans voir de changement, mais parce qu'à la fin de la journée, vous partez avec le poids d'émotions qui ne sont même pas les vôtres. Vous partez avec la tête chargée, l'humeur vidée et une question silencieuse. Et moi, qui m'écoute? Le problème n'est pas d'écouter. Le problème est de le faire sans réciprocité. C'est de vous donner entièrement à ceux qui n'ont ni l'intention ni la conscience de vous rendre, ne serait-ce qu'un peu de ce que vous donnez. Être le soutien constant des autres, sans recevoir de soutien vous-même, ne vous rend pas fort, cela vous rend invisible. Et à long terme, cela détruit votre équilibre émotionnel. C'est pourquoi il est si important d'établir des limites. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent. Il s'agit de reconnaître quand une relation est basée sur un déséquilibre. Si chaque conversation devient une séance de défoulement pour l'autre, si chaque message que vous recevez est pour que vous écoutiez, conseilliez ou soulagiez, mais jamais pour savoir comment vous allez, il est temps de mettre un frein. Vous pouvez le faire avec respect, clarté et fermeté. Un simple « Aujourd'hui, je n'ai pas l'énergie pour écouter ça. On peut en parler un autre jour » peut faire la différence, car si cette personne se fâche, elle vous confirme qu'elle ne s'intéresse pas à vous, mais à ce que vous lui apportez. Et ce n'est pas une amitié, c'est une dépendance émotionnelle unilatérale. Le stoïcisme enseigne qu'on doit être au service des autres, oui, mais sans renoncer à soi-même. Épictète l'exprimait ainsi: « Aidez si vous pouvez, mais ne laissez pas les autres vous entraîner dans leur tempête. Votre paix intérieure ne peut pas être sacrifiée pour l'instabilité des autres. Votre esprit n'est pas fait pour absorber les problèmes qui ne vous appartiennent pas, encore et encore, sans répit. Vous méritez aussi d'être écouté. Vous méritez un espace sûr où vous pouvez parler sans sentir que vous dérangez, où vous pouvez partager vos émotions sans être interrompu, sans qu'on vous compare, sans qu'on change de sujet. Car il ne s'agit pas seulement de donner, il s'agit de créer des liens où le soutien circule dans les deux sens. Et si cela n'existe pas, n'ayez pas peur de prendre vos distances. Parfois, pour protéger votre santé émotionnelle, vous devez vous éloigner de ceux qui ne savent qu'apparaître avec leur fardeau, de ceux qui ne vous cherchent que lorsque la vie leur pèse. Car même si vous êtes fort, vous n'êtes pas obligé de porter tout le monde. Votre force ne devrait pas être une excuse pour que les autres s'appuient sur vous sans jamais se soucier de votre état. Quand vous commencez à filtrer ces liens, quelque chose de magnifique se produit. Vous vous libérez, vous récupérez de l'espace mental, de l'énergie, de la clarté, et surtout, vous commencez à attirer des personnes qui vous écoutent avec la même attention que celle que vous portez. Des personnes qui s'intéressent à vous, pas à ce que vous pouvez résoudre pour elles. N'ayez pas peur d'être sélectif. N'ayez pas peur de protéger vos émotions, car en fin de compte, votre bien-être dépend des relations que vous construisez. Et si une relation vous draine plus qu'elle ne vous enrichit, ce n'est plus un lien, c'est une fuite. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous savez déjà qu'un changement est nécessaire, que vous ne pouvez plus continuer à être le sauveteur de tous pendant que vous sombrez. Établissez des limites, préservez votre énergie et entourez-vous de ceux qui non seulement vous racontent leur bataille, mais sont aussi prêts à écouter les vôtres, car c'est seulement ainsi, dans l'équilibre, qu'on construit des relations authentiques. Numéro 4. Rejetez toute forme de violence physique ou de menace.
Aucune forme de violence n'est justifiable, ni la bousculade involontaire, ni la menace prononcée dans un moment de colère, ni le cri destiné à contrôler ou à effrayer. Peu importe si cela vient de quelqu'un qui dit vous aimer, peu importe si c'est votre partenaire, un membre de votre famille ou quelqu'un que vous connaissez depuis toujours. La violence n'est pas une expression d'amour, c'est une atteinte directe à votre dignité, à votre intégrité, à votre droit de vous sentir en sécurité. La violence commence rarement par un coup. Elle débute souvent par des gestes subtils, une voix qui s'élève, un commentaire humiliant, un regard intimidant, une main qui serre le bras plus fort que nécessaire, et si elle n'est pas arrêtée là, elle s'intensifie. Car celui qui franchit la limite une fois le fera probablement à nouveau. Et s'il ne rencontre pas de résistance, si vous vous taisez par peur ou par confusion, ce silence devient une autorisation. C'est pourquoi le premier moment est crucial. La première bousculade n'est pas une erreur, c'est un signal. La première menace n'est pas une exagération, c'est un avertissement. Et si vous choisissez de la justifier, si vous croyez que ce n'est pas si grave ou que c'était à cause de la colère, vous normalisez l'inacceptable. Et plus vous le normalisez, plus votre environnement devient dangereux. Vous devez comprendre ceci clairement. Personne n'a le droit de vous toucher avec violence. Personne. Peu importe ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, si vous vous disputiez ou si vous avez provoqué. La violence physique n'est jamais une réponse valable. Vous n'êtes pas là pour encaisser. Vous n'êtes pas là pour supporter des coups ni vivre dans la peur. Votre corps n'est pas un champ de bataille. Votre maison ne doit pas être une zone de guerre. Et oui, prendre la décision de s'éloigner n'est pas facile. Il y a de la peur, de la culpabilité, des doutes. Parfois, il y a une dépendance émotionnelle ou économique, mais rien de tout cela ne justifie de rester. Car chaque jour passé dans un environnement violent, quelque chose en vous se brise un peu plus. Vous perdez confiance, vous perdez joie, vous perdez vie. Le stoïcisme n'enseigne pas à endurer ce qui fait mal, mais à agir avec sagesse et fermeté. Marc Aurèle a écrit « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Si vous êtes dans un endroit qui vous fait du mal, qui nuit à votre paix, qui met en danger votre bien-être, votre devoir n'est pas d'endurer, votre devoir est de vous protéger, car votre intégrité est ce que vous avez de plus précieux. Vous n'êtes pas seul, il y a des réseaux, des ressources, des personnes prêtes à vous aider. Et dénoncer n'est pas trahir quelqu'un, c'est vous défendre, c'est dire avec fermeté « on ne joue pas avec moi ». Car si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Le respect commence avec vous, avec la limite que vous posez, avec la distance que vous choisissez, avec la voix que vous utilisez pour dire « stop ». Si quelqu'un vous fait peur, si quelqu'un utilise la force pour vous contrôler ou vous punir, vous n'êtes pas dans une relation. Vous êtes dans une prison déguisée en amour. Et en sortir peut être difficile, mais c'est possible. C'est un acte de courage. C'est le premier pas pour récupérer votre liberté, votre sécurité et votre droit à une vie digne. Vous méritez de vivre sans peur, de mériter des relations où l'amour se manifeste par des mots sains, des actions respectueuses, de la présence et du soin, pas par des points, des cris ou des menaces. Et si cela ne se produit pas dans votre vie, alors ce que vous recevez n'est pas de l'amour, c'est de la violence. Et face à la violence, on ne négocie pas, on agit, on dénonce, on s'enfuit. Alors, si vous traversez cela ou si vous connaissez quelqu'un qui le vit, ne détournez pas le regard. N'attendez pas que quelque chose de pire arrive, car chaque seconde compte. Et plus vite vous vous éloignez, plus vite vous pourrez guérir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous savez déjà au fond de vous que vous méritez une autre réalité. Vous méritez respect, soin, amour sans condition ni menace. Alors, faites-le pour vous. Faites ce pas. Protégez votre corps, votre esprit, votre âme, car vous n'êtes pas dans ce monde pour supporter la violence, vous êtes ici pour vivre en paix. Et cette paix commence lorsque vous choisissez de ne pas tolérer l'intolérable. Numéro 5. Ne pas céder votre liberté pour de l'approbation ou de l'affection. Quand vous sentez que vous devez changer qui vous êtes juste pour que quelqu'un reste, vous n'êtes plus dans une relation, vous êtes dans une reddition silencieuse. Et le plus dangereux, c'est que parfois vous ne le remarquez même pas. Peu à peu, vous cédez. Vous changez votre façon de parler, vos goûts, vos amitiés, vos décisions.
Vous renoncez à ce que vous aimez, à ce que vous rêvez, à ce qui vous motive, juste pour ne pas déranger, pour ne pas perdre cette personne. Mais ce que vous perdez sans vous en rendre compte est bien plus précieux. Vous vous perdez vous-même. L'affection ne devrait pas vous coûter votre liberté. L'amour, le véritable amour, ne repose pas sur le contrôle ni sur des conditions déguisées en tendresse. Personne qui vous aime vraiment ne vous demandera de vous éteindre pour qu'il ou elle brille. Personne qui vous respecte ne voudra vous transformer en une version modifiée de vous-même, juste pour que vous correspondiez à ses attentes. Parfois, nous confondons acceptation et approbation, et ce sont des choses très différentes. Être accepté signifie que vous pouvez être vous-même sans filtre ni masque. Être approuvé signifie qu'on ne vous valorise que si vous remplissez certains critères. Et vivre sous cette pression n'est pas vivre, c'est jouer un rôle. C'est incarner un personnage qui épuise, qui vide, qui vous fait sentir que vous n'êtes valable que si vous plaisez. Mais vous n'êtes pas ici pour plaire. Vous êtes ici pour vous exprimer, pour construire votre vie depuis votre vérité, pas depuis le besoin de plaire. Et si quelqu'un s'éloigne parce que vous ne pouvez ou ne voulez pas changer ce qui vous rend authentique, alors cette personne n'était pas avec vous, elle était avec la version façonnée qu'elle avait construite dans sa tête. Restez ferme. Ne vous pliez pas par peur de rester seul, car le prix de vivre dans une prison émotionnelle est bien plus élevé que celui de traverser un moment de solitude. Dans la solitude, vous pouvez vous retrouver, vous reconstruire, retrouver votre voie. Dans la dépendance, vous vous usez, vous vous dévouez, vous vous effacez. Et oui, bien sûr, nous voulons être aimés, nous voulons nous sentir accompagnés, mais cela ne peut pas se faire au prix de notre identité. Vous ne pouvez pas échanger votre liberté contre de l'affection, car l'affection obtenue en renonçant à soi-même ne remplit jamais, elle laisse toujours une faim, elle fait toujours mal. Le stoïcisme nous rappelle que ce que nous possédons de plus précieux est notre volonté, notre raison, notre essence. Épictète le disait clairement. Si vous voulez être libre, apprenez à ne pas dépendre de ce que les autres pensent. Car dès l'instant où vos décisions, vos actions, votre manière d'être sont soumises à l'approbation externe, ce n'est plus vous qui vivez votre vie, c'est quelqu'un d'autre qui vit à travers vous. Apprenez à aimer depuis la liberté. Aimez sans vous perdre, aimez sans vous emprisonner. Car quand vous êtes libre et qu'on vous aime ainsi, alors l'amour n'oppresse pas, n'exige pas, ne conditionne pas. Il devient un espace où les deux peuvent grandir, s'épanouir, respirer. Il n'y a pas besoin de contrôler, de surveiller, de forcer. Il n'y a que de la présence. Et c'est la chose la plus puissante qui existe. Si quelqu'un vous aime vraiment, il ne voudra pas vous changer. Il voudra vous connaître, vous célébrer, vous accompagner, pas depuis la possession, mais depuis le respect, pas depuis la peur, mais depuis la confiance. Et si ce n'est pas ce que vous recevez, alors ce que vous avez n'est pas de l'amour. C'est de l'attachement, c'est de l'insécurité. C'est une relation basée sur la peur, pas sur l'admiration mutuelle. Alors, tenez-vous droit, revenez à vous, réaffirmez vos valeurs, vos rêves, votre essence. Rappelez-vous que le seul amour qui vous remplit vraiment est celui qui vous laisse être, celui qui ne vous enferme pas, mais qui vous propulse, celui qui ne vous demande pas moins, mais qui vous accepte entièrement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous le ressentez déjà. Vous ne pouvez pas continuer à vous perdre pour ne pas perdre quelqu'un d'autre. Celui qui vous aime ne vous coupe pas les ailes, il vous aide à voler. Alors, volez, pas par rébellion, pas par orgueil, volez par amour pour vous, car votre liberté n'est pas un luxe, c'est votre droit. Et celui qui vous valorise vraiment ne vous demandera jamais d'y renoncer. Numéro 6. Ne pas tolérer qu'on gaspille votre temps. Votre temps est la seule chose que vous ne récupérerez jamais. Vous pouvez gagner de l'argent, vous pouvez reconstruire votre confiance, vous pouvez guérir une blessure, mais chaque minute que vous donnez ne revient pas. Et pourtant, nous le donnons avec une facilité effrayante. Nous disons oui à des engagements que nous ne voulons pas. Nous supportons des appels interminables remplis de plaintes. Nous écoutons des histoires répétées qui ne mènent à rien. Et nous attendons des personnes qui arrivent toujours en retard, comme si notre horloge n'avait pas de valeur. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas appris à valoriser notre temps pour ce qu'il est, un trésor limité. Tolérer que d'autres vous le volent ne vous rend pas aimable, cela vous rend vulnérable. Et oui, c'est dur de le dire ainsi, mais parfois,
Il faut secouer la conscience pour se réveiller. Il y a des gens qui vivent dans un cycle de désorganisation, de drame ou de dépendance émotionnelle, et sans s'en rendre compte ou parfois très consciemment, ils s'attendent à ce que vous soyez toujours disponible pour eux. Et si vous ne l'êtes pas, ils vous culpabilisent, vous font sentir mal ou vous accusent d'égoïsme. Mais la vérité, c'est que protéger votre temps n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect. Celui qui annule encore et encore sans considérer que vous avez libéré du temps vous dit par ses actions que votre emploi du temps n'a pas d'importance. Celui qui parle pendant des heures sans vous demander comment vous allez, sans remarquer votre fatigue, sans s'arrêter pour respirer entre plainte et plainte, vous utilise comme une échappatoire. Celui qui vous demande toujours des faveurs mais n'est jamais là quand vous avez besoin, ne construit pas une relation, il profite. Le temps n'est pas seulement une mesure sur une horloge, c'est de l'énergie mentale, c'est de la concentration, c'est de la paix. Et chaque fois que vous l'investissez dans quelque chose qui ne vous nourrit pas, vous perdez une partie de vous. Vous laissez le désordre des autres contaminer votre clarté. Et si vous ne posez pas de limites, cela se répète, s'installe, se normalise, jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez que vous vivez pour les autres et que votre vie est en pause. Le stoïcisme nous enseigne que l'une des plus grandes vertus est de bien gérer ce qui est en notre pouvoir. Vous ne pouvez pas contrôler si quelqu'un vous annule, mais vous pouvez décider si vous lui réserverez à nouveau votre temps. Vous ne pouvez pas changer la façon dont les autres gèrent leurs propres problèmes, mais vous pouvez décider de l'espace que vous leur accordez dans votre vie. Marc Aurèle disait « La perte de temps est l'acte le plus irréparable de tous ». Et il avait raison, car pendant que vous écoutez des promesses vides ou endurez des monologues sans fin, vous pourriez avancer vers vos objectifs. Vous pourriez cultiver votre esprit, votre santé, votre vocation. Apprenez à dire non sans culpabilité. Apprenez à mettre fin à une conversation quand elle n'apporte plus rien. Apprenez à ne pas expliquer 1000 fois pourquoi votre temps est précieux. Celui qui le respecte n'a pas besoin de justification. Celui qui ne le respecte pas ne mérite pas de l'avoir. Et il ne s'agit pas de devenir rigide ou distant. Il s'agit de choisir avec conscience, de vous entourer de personnes qui comprennent la valeur d'un moment partagé, qui arrivent à l'heure convenue, qui vous demandent sincèrement comment vous allez, qui ne vous cherchent pas seulement quand cela les arrange, mais parce qu'ils vous valorisent. Quand vous faites cela, votre vie change. Votre emploi du temps se remplit de choses qui vous nourrissent. Vos relations deviennent plus équilibrées, votre esprit s'éclaircit et surtout, vous reprenez le contrôle. Car vous n'êtes plus disponible pour tout le monde, tout le temps. Vous êtes disponible pour ce qui compte, pour ce qui vous motive, pour ce qui vous construit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous sait déjà que votre temps est sacré. Vous n'êtes pas ici pour vivre piégé dans l'agenda des autres. Vous êtes ici pour vivre votre vie avec intention. Alors décidez aujourd'hui de protéger ce que vous avez de plus précieux. Pas avec peur, pas avec dureté, avec clarté. Car celui qui respecte votre temps respecte aussi votre essence. Numéro 7. Ne pas permettre qu'on viole vos limites personnelles. Vos limites ne sont pas négociables. Elles ne sont pas une suggestion. Elles ne sont pas un peut-être. Elles ne sont pas un quand vous pourrez. Elles sont une déclaration directe de ce que vous êtes prêt à accepter et de ce que vous ne l'êtes pas. Et si quelqu'un les ignore, ce qu'il vous dit, ce n'est pas seulement qu'il ne comprend pas, mais qu'il s'en fiche, que son confort passe avant votre bien-être. Et si vous le tolérez, vous n'êtes pas compréhensif. Vous renoncez à vous-même. Chaque fois que quelqu'un franchit une limite et que vous restez silencieux, quelque chose en vous s'affaiblit. Au début, cela semble minime. Un commentaire déplacé, une invasion d'espace, une demande que vous ne vouliez pas accepter. Mais vous l'avez fait pour ne pas déplaire. Mais cela s'accumule, et ce qui était un geste isolé devient un schéma. Ce qui était une exception devient une routine, jusqu'à ce que vous ne sachiez plus où l'autre s'arrête et où vous commencez. Le problème n'est pas seulement qu'on vous manque de respect. Le problème, c'est que si vous le permettez, vous enseignez aux autres comment vous traiter. Et ce que vous tolérez une fois, l'autre l'interprétera comme une permission. Car les gens n'écoutent pas tant ce que vous dites, ils écoutent ce que vous permettez. Votre paix mentale dépend de ces limites, de savoir dire non sans vous justifier 1000 fois, de cesser de ressentir de la culpabilité pour protéger votre énergie, d'apprendre que vous n'avez pas à expliquer à quiconque pourquoi quelque chose ne vous convient pas, car s'ils comprennent, tant mieux.
Mais s'ils ne comprennent pas, cela doit être respecté quand même, car vous n'êtes pas ici pour convaincre, vous êtes ici pour vous protéger. Et peu importe si c'est votre partenaire, votre famille, vos amis ou votre patron. Les limites n'ont pas d'exception. L'amour ne les annule pas. La confiance ne les remplace pas. En fait, lorsqu'il y a un véritable amour, les limites deviennent encore plus nécessaires, car là où il y a de la proximité, il y a plus de possibilités de friction. Et sans limite claire, l'affection devient un terrain fertile pour l'abus émotionnel, le chantage ou la manipulation déguisée en inquiétude. Le stoïcisme nous enseigne que vivre dans la vertu signifie aussi vivre dans la cohérence. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous en avons. » Et lorsque nous permettons qu'on nous envahisse, qu'on nous manipule ou qu'on nous ignore, ce n'est pas seulement parce que l'autre s'impose, c'est parce que nous ne défendons pas notre opinion sur ce que nous méritons. Savoir ce qui vous fait mal ne suffit pas. Vous devez marquer la limite par des actions, et cela dérange souvent. Certains s'éloigneront lorsque vous poserez des limites. Certains vous traiteront de dur, de fermé, d'égoïste. Mais en réalité, ce qu'ils disent, c'est « Je n'aime pas que tu ne sois plus exploitable ». Et face à cela, que préférez-vous? Une acceptation fausse ou un respect réel? La vie devient plus légère quand vous cessez d'avoir peur de déranger et commencez à avoir peur de vous trahir, car la seconde douleur est bien plus profonde et dure bien plus longtemps. Chaque fois que vous vous taisez pour éviter un conflit extérieur, vous créez un conflit intérieur, et cette tension, cette frustration accumulée finit par exploser, parfois sous forme d'anxiété, parfois sous forme de tristesse, parfois sous forme d'épuisement profond. Alors, faites ce que vous devez faire, parlez clairement, utilisez des phrases simples. « Cela ne me plaît pas, je ne me sens pas à l'aise avec ça. Je préférerais que tu ne le fasses pas. Je ne vais pas continuer dans cette situation. » Vous n'avez pas besoin de justifier chaque mot. Vous ne demandez pas la permission d'exister. Vous réclamez l'espace qui vous revient déjà. Si vous vous respectez, les autres le remarquent. Et s'ils le remarquent, ils ajustent leur comportement ou s'éloignent. Les deux options sont bonnes, car les deux vous rapprochent d'une vie plus honnête, plus sereine, plus vôtre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à cesser de vous adapter à tout. Vous êtes prêt à reprendre votre pouvoir, et vous n'avez pas besoin de crier ni de vous battre pour le faire. Vous devez simplement rester ferme, car lorsque vous respectez vos limites, le monde commence à le faire aussi. Et là, dans cette fermeté silencieuse, commence votre véritable liberté. Numéro 8. Ne pas permettre qu'on minimise vos réussites ou vos rêves. Lorsque vous partagez une réussite et que la réponse que vous recevez est un « Ah, c'est bien » sans émotion, une comparaison déguisée en plaisanterie ou un silence gênant, quelque chose se brise à l'intérieur. Pas parce que vous avez besoin de validation extérieure pour vous sentir valable, mais parce que l'enthousiasme, lorsqu'il est partagé, se multiplie. Mais si chaque fois que vous brillez, quelqu'un essaie d'éteindre la lumière, vous pouvez finir par douter si cette lumière vaut la peine. Certaines personnes ne célèbrent pas vos progrès, non pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais parce que vos réussites les dérangent. Elles leur rappellent ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils ont laissé à moitié, ce qu'ils n'ont jamais osé essayer, et au lieu d'assumer leurs responsabilités, ils projettent cette frustration sur vous. Ils se moquent, diminuent la valeur, changent de sujet ou vous lancent des phrases comme « Ce n'est pas grand-chose, voyons combien de temps ça va durer » ou « On verra si ça marche pour toi ». Cette énergie, si vous la laissez trop près, finit par s'infiltrer dans votre esprit. Vous commencez à vous demander si vous exagérez, si vous méritez vraiment ce que vous vivez, si vous ne devriez pas réduire un peu vos rêves. Et ainsi, peu à peu, le feu qui vous animait commence à s'éteindre, non par manque de talent, mais par manque d'environnement. C'est pourquoi il est vital que vous protégiez votre élan, que vous vous entouriez de personnes qui comprennent que votre croissance n'est pas une menace, mais une inspiration. Des personnes qui se réjouissent avec vous sans rivaliser, qui vous applaudissent sans sentir qu'elles perdent, car celui qui vous aime vraiment veut vous voir avancer, pas attendre que vous restiez en arrière. Et non, vous n'avez pas à couper tout lien avec ceux qui ne vous célèbrent pas, mais vous devez instaurer une distance émotionnelle. Ne partagez pas vos victoires avec ceux qui ne savent pas les apprécier. N'exposez pas vos rêves à ceux qui ne savent que douter. Ne racontez pas vos projets à ceux qui trouvent toujours un « mais ».
Votre vision a besoin d'oxygène, pas de critiques déguisées en conseils. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas dépendre de l'approbation extérieure pour avancer. Mais il souligne aussi l'importance de choisir soigneusement qui nous influencera. Sénèque disait « Évite la compagnie de ceux qui te rendent plus petit ». Et il avait raison. Il ne s'agit pas de vous enfermer dans une bulle, mais de protéger l'espace où vos idées grandissent. Car si vous le remplissez de négativité, votre esprit se flétrit. Commencez par identifier ces personnes qui éteignent votre enthousiasme fréquemment, qui vous fait sentir que ce que vous avez accompli n'était pas assez, qui trouve toujours un moyen de souligner ce que vous n'avez pas encore fait au lieu de valoriser ce que vous avez déjà réalisé, qui se moquent de vos objectifs comme s'ils étaient des fantaisies enfantines. Parfois, ils ne le font pas par méchanceté, mais l'effet est le même. Votre élan s'affaiblit. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour rêver. Vous n'avez pas besoin qu'ils vous comprennent pour avancer. Vous avez juste besoin d'être clair avec vous-même, de garder votre focus et de choisir judicieusement avec qui partager votre énergie, car votre vision est la vôtre. Et si vous y croyez, c'est déjà suffisant pour commencer. Entourez-vous de personnes qui vous poussent vers l'avant, pas qui vous tirent vers leur peur, des personnes qui ne rivalisent pas avec vous, mais qui vous inspirent à être plus. Et si vous ne les avez pas encore, soyez cette personne pour les autres. Célébrez, encouragez, reconnaissez, car en le faisant, vous renforcez aussi votre propre chemin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous savez déjà au fond de vous que votre croissance ne peut pas dépendre des réactions des autres, que votre enthousiasme n'a pas besoin d'être partagé pour être réel. Alors, continuez à votre rythme, avec votre vision, la tête haute et le cœur ferme, car lorsque vous protégez votre feu intérieur, aucun commentaire tiède ne peut l'éteindre. Et c'est là, précisément, que commence la véritable grandeur. Numéro 9. Ne pas permettre qu'on vous blâme pour leurs erreurs. Certaines personnes, lorsque les choses tournent mal, ne regardent pas en elles, elles regardent à l'extérieur. Et si vous êtes proche, vous êtes la cible la plus facile. Peu importe ce qui s'est passé, comment c'est arrivé, ou qui était vraiment responsable, elles trouvent toujours un moyen de retourner la situation, de manipuler le récit, de vous mettre au centre d'une faute qui ne vous appartient pas. Et si vous n'êtes pas solide, vous finissez par l'assumer. Porter les fautes des autres n'est pas de la noblesse, c'est de la négligence émotionnelle. Car pendant que vous essayez de réparer ce que vous n'avez même pas cassé, l'autre s'installe, se victimise, se lave les mains, et vous vous usez. Vous commencez à douter de vous, de votre jugement, de vos décisions. Vous vous demandez si peut-être vous avez fait quelque chose de mal, et peu à peu, la culpabilité devient une partie du décor, même si au fond, vous savez que quelque chose ne colle pas. Ce jeu de reproches arrive souvent déguisé en phrases subtiles. « Si tu n'avais pas dit ça, tu me fais toujours réagir comme ça. À cause de toi, ça s'est passé. » Et si vous n'êtes pas vigilant, ces mots s'installent dans votre esprit comme des vérités. Vous devenez le coupable officiel de tout ce qui va mal pour l'autre. Mais ce n'est pas une relation, c'est de la manipulation. La clé est de ne pas entrer dans ce jeu. Vous n'avez pas besoin de crier ni de vous battre. Vous avez juste besoin de faits, de clarté et de fermeté. Si vous savez que ce n'était pas votre responsabilité, dites-le sans peur, sans douter, sans tomber dans le piège émotionnel du « mieux vaut que j'accepte » pour qu'ils ne se fâchent pas. Car si vous cédez une fois, ils le feront une deuxième, une troisième fois, et ainsi, vous finissez par vivre sous le poids de fautes que vous ne comprenez même pas. Le stoïcisme nous enseigne à différencier ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Et vous ne pouvez pas contrôler si quelqu'un décide de vous responsabiliser injustement, mais vous pouvez décider si vous acceptez ce fardeau. Marc Aurèle a écrit « La meilleure défense est l'innocence ». Et cette innocence n'est pas de la passivité, c'est de la clarté. C'est savoir que vous n'avez pas à vous défendre de ce que vous n'avez pas fait. Juste affirmer ce que vous savez être vrai. Quand on vous blâme sans raison, ne répondez pas depuis l'émotion, répondez depuis les faits. Exposez calmement ce qui s'est passé, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Et si l'autre insiste pour vous manipuler, arrêtez-vous, n'expliquez plus, ne vous usez pas. Celui qui veut comprendre, écoute. Celui qui veut juste blâmer, ne cherche pas la vérité, il cherche le contrôle. Apprendre à dire « ce n'était pas ma responsabilité »
sans ressentir de culpabilité, est un acte de maturité. C'est rompre avec des années de conditionnement où l'on vous a appris que la paix passait par éviter les conflits, même si cela signifiait vous trahir. Mais vous n'êtes pas ici pour être le sac où les autres déversent leurs frustrations. Vous êtes ici pour vivre avec dignité, avec clarté, avec une force intérieure. Et oui, peut-être que cela causera de l'inconfort au début. Peut-être que vous perdrez des liens avec ceux qui profitèrent de votre silence, mais ce que vous gagnez est bien plus précieux. Votre intégrité, votre voix, votre équilibre. Car une vie vécue sous la culpabilité des autres n'est jamais vraiment la vôtre. C'est une vie empruntée, conditionnée, limitée. Commencez à observer ceux qui vous entourent, qui assument ses erreurs, qui reconnaissent sa part, qui vous responsabilisent de tout, qui vous fait toujours sentir comme le problème. Vous n'avez pas à les juger, juste à choisir. Choisissez avec qui parler, à qui poser des limites, qui garder à distance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez ce que vous devez faire. Vous savez que la culpabilité qui n'est pas la vôtre n'a pas à vivre en vous. Vous savez que votre vérité vaut plus que toute manipulation déguisée en affection. Alors, prenez cette conscience et utilisez-la. Pas pour vous battre, pas pour vous venger. Utilisez-la pour vous libérer, pour cesser de porter des fautes qui ne vous appartiennent pas. Et dans cet acte, vous récupérerez quelque chose que vous n'auriez jamais dû perdre, votre pouvoir personnel. Numéro 10. Ne pas permettre les mensonges ni les trahisons répétées. Quand quelqu'un vous ment une fois, ça fait mal. Mais quand il le fait une deuxième, une troisième fois, et prétend ensuite que vous l'oubliez, ce n'est pas une erreur, c'est une habitude. Et derrière cette habitude, il y a un message clair, même s'il n'est pas dit avec des mots. Votre confiance n'a pas d'importance, votre paix n'a pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est que vous ne posiez pas de questions gênantes, que vous n'exigiez pas la vérité, que vous ne posiez pas de limites. Et si vous permettez cela, vous vous y habituez. Vous vous habituez à douter, à sentir que quelque chose ne va pas, à vivre avec un malaise que vous ne savez pas expliquer, mais qui est toujours là. Les mensonges ne déforment pas seulement les faits, ils détruisent l'invisible. La confiance, la sécurité émotionnelle, la tranquillité de savoir que vous pouvez compter sur quelqu'un sans être en alerte. Chaque fois que vous découvrez un mensonge, ce n'est pas seulement ce qui a été dit qui se brise, c'est le lien. Car vous ne savez plus si vous pouvez croire ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce qui est promis. Et cette incertitude constante est un épuisement émotionnel brutal. Mais le plus dangereux, ce n'est pas que l'autre mente, c'est que vous commenciez à le justifier, à croire que tout le monde le fait, que ce n'était pas si grave, qu'il avait sûrement une raison, car à ce stade, le mensonge n'est plus seulement chez l'autre, il commence à s'infiltrer en vous, dans votre jugement, dans votre dignité, dans votre amour-propre. Et là, vous perdez plus que la vérité, vous perdez la clarté sur qui vous êtes et ce que vous méritez. Pardonner un mensonge peut être noble, le normaliser, non. Le pardon sincère n'a de sens que s'il y a un changement réel, s'il y a de la réflexion, de l'engagement, de la responsabilité. Mais quand le mensonge devient constant, vous n'êtes pas face à une personne confuse. Vous êtes face à quelqu'un qui a appris qu'il peut vous blesser sans conséquence, qu'il peut trahir votre confiance et ensuite vous donner des explications vides que vous acceptez par peur de rester seul, par habitude ou par un amour mal compris. Le stoïcisme nous rappelle que la vertu doit guider nos relations. Marc Aurèle disait « La confiance doit se mériter, pas se donner ». Et si quelqu'un ne prend pas soin de ce que vous lui offrez, votre devoir n'est pas de continuer à donner, c'est de vous retirer. Pas par orgueil, par respect, pas parce que vous n'aimez pas l'autre, mais parce que vous avez décidé de vous aimer aussi. Observez, regardez attentivement, notez les schémas. Ne vous fiez pas seulement aux mots, mais à ce qu'ils font quand ils pensent que vous ne regardez pas. Et si vous voyez que rien ne change, que les promesses se brisent encore et encore, que les excuses se répètent sans acte pour les soutenir, faites-vous une faveur, partez de là, car continuer à attendre de l'honnêteté là où il n'y a que de la manipulation, c'est comme arroser une plante en plastique en espérant qu'elle pousse. Vous n'êtes pas ici pour vivre dans la méfiance. Vous n'êtes pas là pour vérifier des téléphones, pour douter de chaque mot, pour vivre avec l'angoisse de ne pas savoir si on vous dit la vérité. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la torture émotionnelle. Et plus vite vous le reconnaissez, plus vite vous pourrez guérir. Oui, il est difficile de fermer des cycles,
Ça fait mal de s'éloigner de quelqu'un que vous aimez, mais ça fait encore plus mal de rester là où on vous ment en face et où on vous demande de sourire. Ça use davantage d'attendre de la loyauté là où il n'y a que de la commodité et vous n'avez pas besoin d'une raison dramatique pour partir. Il suffit que vous ne croyiez plus, car sans confiance, il n'y a pas de relation, seulement une apparence. Et quand vous décidez de couper avec cela, vous ne vous libérez pas seulement de quelqu'un qui n'a pas été honnête, vous vous libérez du besoin de vivre en prétendant que tout va bien. Vous retrouvez la paix, l'estime de soi, la clarté. Vous vous ouvrez à des liens réels où vous n'avez pas besoin de douter, où vous ne vous sentez pas en surveillance constante de la vérité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez ce que vous devez faire. Ne continuez pas à attendre la vérité de quelqu'un qui ne sait que mentir. Ne continuez pas à offrir votre amour à quelqu'un qui joue avec votre loyauté, car vous méritez une relation où la vérité n'est pas une exception mais la base. Et ce type de lien n'est pas un luxe, c'est le minimum, c'est sain, c'est juste. Numéro 11, ne pas permettre le harcèlement ou l'intimidation constante. Il existe des formes de violence qui ne laissent pas de bleu, mais des cicatrices. Le harcèlement ne se manifeste pas toujours par des cris ou des agressions évidentes. Parfois, il se cache dans des commentaires constants déguisés en humour, dans des regards qui mettent mal à l'aise, dans des silences qui isolent, dans une pression émotionnelle qui vous fait douter de vous-même. Et quand cela se produit jour après jour, au travail, à l'école, même dans votre cercle proche, cela commence à vous user de l'intérieur, pas d'un coup, pas de manière explosive, mais comme une goutte constante qui vous vide de votre énergie, de votre estime de soi, de votre clarté. Le problème avec le harcèlement, c'est qu'on vous fait souvent sentir que vous exagérez, que vous êtes trop sensible, que ce n'était pas si grave, que c'est comme ça ici. Et si vous l'entendez assez, vous commencez à douter de votre perception. Vous commencez à penser que peut-être le problème c'est vous, que peut-être vous devez l'endurer, que si vous réagissez ou parlez, l'ambiance deviendra encore pire. Mais c'est précisément le piège du harcèlement. Il vous veut silencieux, il vous veut fatigué, il vous veut brisé. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à l'identifier. L'intimidation n'est pas toujours directe. Elle peut venir sous forme de blagues répétées sur vos erreurs, de commentaires passifs agressifs qui vous laissent sans défense, d'attitudes qui vous excluent systématiquement, d'insinuations qui vous mettent mal à l'aise, mais que personne d'autre ne remarque parce qu'elles sont faites pour sembler inoffensives. Mais vous le savez, votre corps le sait, votre malaise ne ment pas et vous n'êtes pas obligé de le supporter. Aucun travail, aucune classe, aucune relation ne justifie un mal-être chronique. Vous méritez un environnement sûr, un espace où vous pouvez être vous-même sans peur, sans tension constante, sans avoir à être en mode défense tout le temps. Car vivre ainsi n'est pas vivre, c'est survivre. Et vous n'êtes pas né pour survivre au mauvais traitement de quiconque. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons choisir notre réponse face à elles. Épictète disait que la clé est de distinguer ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'essayer de vous harceler, mais vous pouvez choisir de ne pas rester silencieux. Vous pouvez parler, vous pouvez documenter, vous pouvez poser des limites claires, vous pouvez dénoncer, vous pouvez vous éloigner si l'environnement ne change pas, et en le faisant, vous ne fuyez pas, vous vous protégez. Documentez tout, chaque commentaire, chaque geste, chaque situation qui vous met mal à l'aise. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la prudence, car quand vient le moment d'agir, les faits vous soutiennent. Et si vous décidez de parler, faites-le depuis la fermeté, pas depuis la peur. Vous ne demandez pas de faveur, vous exigez du respect, qui est le minimum. Et s'il ne vous écoute pas, s'il minimise ce que vous dites, si l'environnement justifie l'agresseur au lieu de vous protéger, alors vous savez où vous êtes, dans un endroit qui ne mérite pas votre présence. Et oui, parfois, sortir est difficile. Il y a la peur, la dépendance économique, la pression sociale, mais aucun salaire, aucun titre, aucune apparence ne vaut votre santé mentale, car à la fin de la journée, ce qui vous détruit à l'intérieur finit toujours par se refléter à l'extérieur. Vous n'exagérez pas, vous n'êtes pas dramatique, vous mettez un nom sur quelque chose que beaucoup préfèrent ignorer. Vous reconnaissez que vous méritez mieux, et cela ne vous affaiblit pas, cela vous renforce. Car le premier pas pour changer une réalité injuste est de cesser de la normaliser, et vous y êtes déjà. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que votre malaise vous parle déjà avec force.
Ne le faites pas taire, ne le minimisez pas. Écoutez-le et faites ce que vous devez faire pour retrouver votre paix. Car lorsque vous posez des limites fermes au harcèlement, à l'intimidation, au mauvais traitement déguisé en routine, quelque chose en vous s'aligne et vous recommencez enfin à respirer librement. Car votre paix n'est pas négociable, votre dignité n'a pas de prix et personne n'a le droit de vous l'enlever. Numéro 12. Ne pas tolérer l'ami qui a toujours besoin de quelque chose. Il y a des amitiés qui ne sont pas des amitiés. Ce sont des accords silencieux où vous donnez et l'autre prend. Où vous êtes toujours là quand il peut, quand il appelle, quand quelque chose se complique. Mais quand c'est vous qui avez besoin d'une main, d'une oreille, d'une simple présence, il y a des excuses, des silences, des absences. Et cette dynamique, si vous ne l'arrêtez pas, ne fait pas que user la relation. Elle vous use, vous. Un ami qui n'apparaît que lorsqu'il a besoin de quelque chose ne construit pas un lien, il en utilise un. Peut-être que cela a commencé comme une relation sincère, mais avec le temps, elle a tourné pour devenir unilatérale. Il vous demande de l'aide avec de l'argent, des faveurs, du temps, de l'écoute, des conseils, du soutien émotionnel. Mais il ne demande jamais comment vous allez, il n'offre jamais la même chose en retour. Et le pire, c'est que si un jour vous décidez de dire non, il se fâche, vous accuse d'avoir changé, de ne plus être le même. Mais ce qui a changé, ce n'est pas vous, c'est votre conscience. Accepter ce type de lien par peur de rester seul ou par habitude ne fait que perpétuer l'usure. Vous devenez l'ami fiable, celui qui est toujours là, mais aussi le plus épuisé, le moins valorisé, le plus invisible. Car quand quelqu'un s'habitue à recevoir sans donner, il commence à voir votre générosité comme une obligation. Et ce qui était autrefois de l'affection devient un abus émotionnel. Une amitié véritable va dans les deux sens. Elle n'a pas à être parfaitement équilibrée tout le temps, mais elle doit être réciproque dans son essence. Il y a des périodes où l'un donne plus que l'autre, bien sûr, mais quand c'est toujours vous qui donnez, quelque chose ne va pas. L'affection ne devrait pas ressembler à un fardeau. Et vous n'êtes pas ici pour être le sauveteur de quelqu'un qui n'apprendra jamais à nager seul, parce que vous le sauvez toujours. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas vivre en attendant des récompenses, mais il nous rappelle aussi l'importance de la vertu dans les relations. Sénèque disait « Là où il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'amitié ». Et cette phrase est une boussole, non pas pour tout mesurer avec une balance, mais pour savoir quand vous donnez plus que vous ne devriez à quelqu'un qui n'a pas l'intention de rendre l'appareil. Vous méritez des amitiés qui vous cherchent aussi sans avoir besoin de vous demander quelque chose, qui vous appellent parce que vous leur manquez, pas parce qu'ils ont besoin d'une faveur, qui vous écoutent avec le même intérêt que celui que vous portez, qui sont là dans vos jours heureux comme dans les difficiles. Des personnes qui ne vous voient pas comme une ressource, mais comme un être humain. Si vous reconnaissez que vous avez un ami qui n'apparaît que quand cela l'arrange, il est temps de poser des limites. Vous n'avez pas besoin de vous disputer, vous n'avez pas à donner des explications interminables. Un simple « aujourd'hui je ne peux pas », un « cette fois je ne me sens pas disponible pour aider », un « je ne me sens plus à l'aise avec cette dynamique » suffit. Et si cette personne s'éloigne, vous avez votre réponse. Vous n'avez pas perdu un ami, elle a perdu un avantage. Et même si cela fait mal, cela libère. Poser des limites n'est pas être égoïste, c'est être juste envers vous-même. C'est choisir des relations qui vous nourrissent, pas qui vous consomment. C'est comprendre que peu importe depuis combien de temps dure l'amitié, s'il n'y a pas de respect ni de soins mutuels, il ne reste que de la nostalgie. Et la nostalgie ne suffit pas pour maintenir un lien sain. Entourez-vous de personnes qui vous regardent comme vous regardez, qui donnent comme vous donnez, qui sont là comme vous êtes là. Et si vous ne les avez pas encore, ne vous contentez pas de ce qui existe. Parfois, il faut vider l'espace pour que quelque chose de meilleur arrive. Et la solitude temporaire est bien plus digne qu'une compagnie constante qui ne fait que vous utiliser. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous le ressentiez déjà, que vous saviez que quelque chose était déséquilibré. Et maintenant que vous le voyez clairement, faites ce qu'il faut pour récupérer votre énergie, pour protéger votre temps, pour prendre soin de votre cœur. Car dans la vie, les amitiés véritables ne se remarquent pas seulement dans les faveurs qu'on demande, mais dans les moments où, sans rien demander, on vous accompagne. Et ce sont celles qui valent la peine de conserver.
Numéro 13. Ne pas tolérer les personnes qui ne contrôlent pas leur langage. Les mots ont du pouvoir. Ils peuvent construire des ponts ou ériger des murs, ils peuvent guérir ou blesser. Ils peuvent vous rapprocher de quelqu'un ou vous éloigner pour toujours. Et quand vous êtes en contact avec des personnes qui ne contrôlent pas leur langage, vous le ressentez. Car ce n'est pas seulement ce qu'elles disent, c'est comment elles le disent, avec quelle intention, avec quelle énergie. Quand quelqu'un vous parle avec des grossièretés, des insultes, des sarcasmes blessants ou une agressivité déguisée en humour, vous n'avez pas une conversation, vous survivez à une attaque. Certains disent que c'est leur façon de s'exprimer, qu'il ne faut pas tout prendre personnellement, que ce n'est que des mots. Mais non, ce n'est pas que des mots, ce sont le reflet de ce que cette personne pense, ressent et permet. Et si vous laissez passer encore et encore, si vous le justifiez, si vous souriez pour éviter un conflit, vous commencez à apprendre à votre esprit que ce traitement est normal, que c'est ce que vous méritez. Mais ce n'est pas le cas. La manière dont quelqu'un vous parle dit bien plus que n'importe quel geste gentil qui suit, car n'importe qui peut avoir une attention, vous offrir quelque chose ou vous envoyer un message après vous avoir crié dessus. Mais le véritable respect ne se manifeste pas dans les moments de calme, il se voit dans les moments de tension. C'est là qu'on voit si cette personne vous valorise ou si elle vous utilise comme un sac pour décharger sa frustration. Si quelqu'un a recours constamment à un langage offensant avec vous, même s'il dit vous aimer, même s'il jure qu'il ne le fait pas avec de mauvaises intentions, ce qu'il montre, c'est un manque de contrôle, un manque d'empathie et surtout un manque de respect. Et vous n'êtes pas ici pour être le réceptacle du venin émotionnel de quiconque. La communication ne consiste pas seulement à dire ce qu'on pense, elle consiste à savoir comment le dire, à trouver des moyens d'exprimer même un désaccord depuis un lieu de respect, à prendre soin du ton, des mots, du moment. Car lorsqu'il y a du respect, il y a une intention de construire, pas de détruire, de clarifier, pas de dominer. Le stoïcisme enseigne que la vertu réside dans la maîtrise de soi. Épictète parlait de l'importance d'un langage modéré comme signe de sagesse et de force intérieure. Crier, insulter, offenser ne sont pas des signes de passion, ce sont des signaux de déséquilibre. Et accepter ce type de communication dans votre vie, juste parce qu'elle vient de quelqu'un de proche, c'est laisser le chaos entrer par la porte et s'installer dans votre salon émotionnel. Vous n'avez pas à crier en retour, vous n'avez pas à trop expliquer. Une phrase ferme suffit. Je ne suis pas disposé à ce qu'on me parle ainsi. Et si cela se répète, éloignez-vous, car celui qui vous respecte n'a pas besoin de vous blesser pour s'exprimer. Il n'a pas besoin de vous ridiculiser, ni d'élever la voix, ni de vous humilier, ni d'utiliser des mots qui vous laissent l'âme nouée. Certaines personnes n'apprennent que lorsque vous leur posez une limite claire, non pas pour les changer, mais pour vous protéger. Car lorsque vous tolérez un langage offensant, vous ne faites pas que nuire à la relation, vous vous faites du mal à vous-même. Vous vous habituez à une vibration basse, à une énergie agressive, à une cohabitation sans harmonie. Et cela, avec le temps, affecte votre estime de soi, votre paix, votre manière de vous parler à vous-même. Si vous voulez des relations saines, commencez par prendre soin des mots que vous acceptez, car ce que vous tolérez aujourd'hui dans le langage de l'autre peut demain devenir votre dialogue intérieur. Et il n'y a pas de pire ennemi qu'une voix intérieure qui vous parle avec les insultes qu'un autre a semées. Entourez-vous de personnes capables de parler depuis le respect, même au milieu d'un désaccord. Des personnes qui ne perdent pas facilement la tête, qui ont la capacité de discuter sans violence, d'exprimer sans imposer, de corriger sans détruire. Ce type de personnes existe, et quand vous les trouvez, tout change, car vous réalisez qu'il est possible d'avoir des conversations intenses sans violence, que le respect n'est pas une exception, mais une base. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez compris que vous n'avez pas besoin d'accepter des mots qui blessent, que vous n'avez pas à justifier le mauvais traitement verbal pour quelque raison que ce soit. Alors, prenez cette clarté et transformez-la en action. Posez des limites, protégez votre énergie, exigez le respect, car vous méritez d'être dans des environnements où le langage ne vous frappe pas, mais vous élève. Et tout commence par ce que vous choisissez de tolérer aujourd'hui. Numéro 14. Ne pas tolérer un travail qui vous épuise émotionnellement. Il y a des emplois qui ne se contentent pas de vous fatiguer, ils vous éteignent,
Ils ne vous usent pas seulement physiquement, mais de l'intérieur. Ils vous volent votre motivation, vous remplissent d'anxiété le dimanche soir, vous font vous lever chaque matin avec un poids sur la poitrine que vous ne pouvez pas expliquer. Et non, vous n'exagérez pas, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de caractère, c'est de l'épuisement émotionnel. C'est votre corps et votre esprit qui vous disent que quelque chose ne va pas. Nous passons une grande partie de notre vie à travailler, et bien que tous les jours ne soient pas parfaits, ni tous les emplois idéaux, il y a une différence claire entre l'effort et la souffrance, entre avoir un travail exigeant et être piégé dans un environnement qui draine votre énergie vitale. Si chaque journée vous laisse vide, si vous sentez que vous n'avez pas d'espace pour respirer, pour penser, pour vivre, alors ce n'est pas juste le travail, c'est le système dans lequel vous êtes coincé. Vous pourriez le justifier avec des phrases comme « Au moins j'ai un emploi, il n'y a rien de mieux maintenant, c'est comme ça ». Et oui, parfois, il faut tenir bon par nécessité, mais une chose est une étape, et une autre est de vous résigner à vivre ainsi pendant des années. Car pendant que vous attendez le moment parfait pour changer, votre santé mentale se détériore, votre estime de soi diminue, et votre vie passe en pilote automatique. La routine professionnelle ne devrait pas vous enlever la vie tout en vous donnant un salaire. Et si un travail vous fait sentir que vous vivez seulement pour respecter des horaires, rendre des comptes, satisfaire des patrons ou survivre à l'ambiance toxique d'un bureau, alors cet endroit ne mérite pas autant de vous, car aucun salaire ne compense la perte de votre paix. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler toutes les conditions extérieures, mais nous pouvons décider comment nous vivons à l'intérieur de celles-ci. Marc Aurèle a écrit « Fais ce que tu fais avec excellence, mais jamais au détriment de ton âme ». Et cette phrase dit tout. Vous pouvez être responsable, travailleur, engagé, sans permettre que le travail détruise ce que vous êtes. Il ne s'agit pas de démissionner immédiatement ou d'agir impulsivement. Il s'agit de reconnaître que votre bien-être compte, que vous comptez et qu'il y a des options. Peut-être que vous ne pouvez pas encore quitter cet emploi, mais vous pouvez commencer à planifier votre sortie, à développer de nouvelles compétences, à chercher des opportunités, à penser à entreprendre, à faire de petits pas qui vous rapprochent d'une vie où travailler ne rime pas avec souffrir. Vous pouvez aussi commencer à poser des limites, à ne pas ramener le stress à la maison, à ne pas répondre aux emails en dehors de vos heures, à cesser de permettre que la peur du licenciement vous transforme en quelqu'un qui dit oui à tout alors qu'il s'effondre à l'intérieur. Car votre valeur ne réside pas dans ce que vous produisez, elle réside dans ce que vous êtes. Et si vous ne le reconnaissez pas, personne ne le fera. Ne normalisez pas le fait de vivre épuisé. N'acceptez pas comme destin ce qui ne devrait être qu'une transition, car votre temps, votre énergie et votre esprit sont des ressources irremplaçables. Et continuez à les donner à un endroit qui ne fait que les consommer sans rien vous rendre d'autre que de la fatigue, c'est comme arroser une plante en plastique en espérant qu'elle fleurisse. Quand vous décidez de prioriser votre bien-être, vous n'êtes pas irresponsable. Vous prenez le contrôle, vous cessez de vivre en mode survie. Vous récupérez votre pouvoir, et oui, cela peut faire peur, cela peut sembler incertain, mais cela peut aussi être le début d'une vie où le travail vous enrichit, ne vous use pas. Cherchez des environnements qui respectent votre santé mentale, des patrons qui écoutent, des équipes qui valorisent, des projets qui inspirent. Et si vous ne les trouvez pas, créez-en un. Car vous n'êtes pas fait pour vous adapter à des structures qui vous étouffent. Vous êtes fait pour construire un espace où vous pouvez respirer, grandir et vivre pleinement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous savez déjà, que vous avez senti que vous ne pouvez pas continuer à donner votre vie pour un salaire qui ne compense pas ce que vous perdez. Alors, écoutez cette fatigue, pas comme un ennemi, mais comme un avertissement, une alarme qui vous dit « Il est temps de choisir différemment ». Car lorsque vous travaillez en paix, la fatigue est physique, pas émotionnelle, et cela change tout. Numéro 15. Ne pas tolérer un contrôle excessif ni une possessivité. Il y a des relations qui ne vous enlacent pas, elles vous serrent, qui ne vous accompagnent pas, elles vous surveillent, qui ne vous aiment pas, elles vous contrôlent. Et elles le font avec des phrases douces, des gestes qui semblent de la tendresse, des mots comme « je m'inquiète pour toi » ou « je le fais parce que je t'aime ». Mais l'amour ne se mesure pas au nombre de libertés que vous êtes prêt à céder. L'amour ne devrait pas ressembler à une prison aux murs invisibles. Quand quelqu'un commence à vous dire avec qui vous pouvez parler,
comment vous devriez vous habiller, à quelle heure vous devez arriver, quelles décisions vous pouvez prendre. Il ne prend pas soin de vous, il vous façonne. Il essaie de vous faire entrer dans une version qui lui convient, maniable, prévisible. Et si vous le permettez, peu à peu, vous disparaissez au nom du « nous ». La possessivité n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Peur de perdre le contrôle, peur que vous soyez vous-même et que cela ne lui convienne pas, peur que vous découvriez que vous méritez mieux. Et si vous ne l'affrontez pas à temps, ce contrôle devient une habitude et ensuite vous le normalisez. Vous commencez à demander la permission au lieu d'avertir par courtoisie, à justifier chaque mouvement, à cacher des parties de vous pour éviter les disputes, à marcher dans votre vie comme si vous étiez coupable d'exister avec autonomie. Et peu importe combien il vous dit qu'il le fait par amour, l'amour qui a besoin de contrôler pour se sentir sécurisé n'est pas de l'amour, c'est une dépendance émotionnelle, c'est une insécurité déguisée en protection. Car quand quelqu'un vous aime vraiment, il veut vous voir libre, pas parfait, pas prévisible, libre, avec de l'espace pour être, pour choisir, pour changer d'avis, sans crainte de représailles émotionnelles. Le stoïcisme nous rappelle que la liberté intérieure est l'un des biens les plus précieux que nous pouvons cultiver. Épictète enseignait que personne ne devrait avoir de pouvoir sur notre volonté, que la véritable paix vient de savoir que nous sommes maîtres de nos décisions. Et si quelqu'un essaie de vous voler cela, même avec un sourire, il attaque votre essence. Poser des limites ne signifie pas que l'autre ne vous importe pas. Cela signifie que vous vous importez aussi, que votre dignité n'est pas à vendre, même au meilleur enchérisseur émotionnel, que vous êtes prêt à construire une relation basée sur la confiance, pas sur la surveillance, sur le soutien, pas sur la soumission, sur une liberté partagée, pas sur un contrôle déguisé en affection. Dites ce que vous pensez. Habillez-vous comme vous vous sentez à l'aise. Sortez avec ceux qui vous font du bien. Prenez vos décisions avec autonomie, et si cela dérange l'autre, qu'il le dise, qu'il le traite, qu'il le travaille, mais qu'il ne vous demande pas de vous réduire pour qu'il puisse respirer tranquille. Car vous n'êtes pas venu au monde pour être la propriété émotionnelle de quiconque. Si, en posant des limites, l'autre réagit par du chantage, des reproches, des silences prolongés ou des phrases comme « tu ne m'aimes plus comme avant », ce n'est pas de l'amour frustré, c'est de la manipulation émotionnelle. Et face à cela, il n'y a qu'une sortie saine, s'éloigner, pas comme une punition, mais comme une protection, car rester là ne fera qu'altérer votre identité, votre estime de soi, votre clarté. Les relations saines se construisent sur le respect mutuel, sur l'admiration, pas sur le contrôle, sur la liberté, pas sur la peur. S'ils vous aiment, ils auront confiance. S'ils n'ont pas confiance, ils contrôleront. Et vous décidez quelle expérience vous êtes prêt à accepter dans votre vie. Et oui, cela peut faire peur de sortir d'une relation où le contrôle est devenu routine. Cela peut faire mal de mettre de la distance avec quelqu'un qui a été important, mais ça fait encore plus mal de vous trahir vous-même. Ça use davantage de vivre avec la sensation que tout ce que vous faites doit être approuvé par un autre. On perd plus quand on cesse d'être soi pour maintenir une paix basée sur la soumission. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous sait déjà que vous ne pouvez pas continuer à vivre sous une surveillance émotionnelle, que vous méritez un amour qui vous célèbre, pas qui vous corrige constamment. Alors, prenez de la force, prenez de la clarté, et rappelez-vous, quand vous vous libérez du contrôle, vous ne récupérez pas seulement